Plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir si je vais acheter les PP. J'ai parlé sur ma chaîne Facebook, sur mon canal Facebook à plusieurs reprises. J'ai bien évidemment critiqué les ajustements de CZ et bien d'autres exchanges qui se sont précipités à lister ces crypto-monnaies qui n'est sorti qu'il y a à peine 41 jours. Dans à peine 41 jours de ces mêmes coins, ça se retrouve maintenant un peu de partout. Est-ce que LV s'achèterait cette crypto-monnaie? Jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te partager mon avis sur cette crypto-monnaie et je vais te faire voir quelques éléments que tu dois effectivement regarder quand tu es dans les mêmes coins. Tu dois effectivement prêter attention là-dessus pour les prochaines crypto-monnaies avant de devoir mettre quelque chose dans ton portefeuille. Bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo. Moi, c'est Elvis Conjo, bien évidemment. Ici, on parle de crypto-monnaies majoritairement. Il y a une tonne de formation pour te permettre d'avancer, de grandir rapidement dans cet écosystème. Il y a une formation qui a 64 vidéos avec une série de contenus qui vont te permettre de partir de zéro pour te permettre d'être un bon investisseur dans l'écosystème crypto-monnaie. Ces connaissances, c'est crucial pour toi qui commence, même pour toi qui est déjà dans l'écosystème, parce qu'il y a des stratégies qui vont te permettre de mieux ajuster ton portefeuille au fur et à mesure que tu avances. La formation simple sans un suivi est à 80 $ pour le moment. Avec le suivi, l'accompagnement avec les signaux, ça reste à 120 $ encore pour le moment. Si tu veux être plutôt développeur blockchain, il y a la formation qui est en cours d'enregistrement qui est présentement à 500 $ et tout ça c'est sur le site formation.elvisconjo.com. Donc va dans la description de la vidéo et tu retrouveras les liens pour pouvoir t'enregistrer là-dessus. PP. Je sais que plusieurs personnes seront un peu surpris de voir cette vidéo sur la chaîne Elvis Conjo parce qu'on sait très bien que les positions d'Elvis Conjo. Mais bon, c'est pas une question de position, c'est une question de vous sensibiliser sur les mêmes coins. Les mêmes coins aujourd'hui, ça prend beaucoup de place, beaucoup de volume dans les transactions des crypto-monnaies. Et l'une des crypto-monnaies parmi ces crypto-monnaies-là, c'est bien effectivement PP. PP rentre dans la même catégorie que les crypto-monnaies qui n'ont pas de fondamentaux, qui sont là pour capitaliser sur la communauté. Et donc, le Doge a commencé à ouvrir les voies. Ça a été le Doge, ça a été le Shiba Inu qui a suivi. Il y a eu bien d'autres, les SafeMoon, les FED et bien d'autres là sont allés dans cette même logique. Et PP va encore plus loin parce que PP nous dit clairement au départ, je ne veux rien construire, je suis simplement là pour faire pipi, pour uriner sur les autres mêmes coins. Et on va donc se retourner pour comprendre justement ce qui se cache derrière le PP. Il faudrait comprendre quelque chose avec les mêmes coins. C'est super important que tu comprennes ça parce que si tu ne fais pas ces petites analyses en amont, tu pourras justement te faire rock-pouler. Tu pourras justement être dans des projets qui vont vider la caisse après. Donc, comprendre si c'est le cas pour PP, c'est fondamental parce qu'effectivement, je sais qu'il y a déjà plein de personnes dans la communauté qui sont en train d'attendre PP, qui sont en train d'attendre que PP perde peut-être de la valeur pour en racheter. Mais il faudrait bien évidemment se poser la question, est-ce que PP ne va pas faire le rug pull? On va donc aller dans cette vidéo pour comprendre justement ces petits détails qu'il faut analyser avec les autres crypto-monnaies. Et on va donc aller dans le smart contract. Vu que c'est une crypto-monnaie, que tout se passe sur la blockchain, c'est intéressant. On va donc aller sur la blockchain. Où est-ce qu'on retrouve le smart contract d'une crypto-monnaie? À gauche, on va donc de là, on va donc cliquer là-dessus. Et on va tomber là sur la plateforme du PP Coin. Et quand on tombe sur la plateforme du PP, sur la crypto-monnaie, sur le smart contract du PP Coin, on va voir les transactions qui se passent dans ce smart contract. Il y a deux types de contrats sur la blockchain. Un contrat qui est géré par la clé privée, c'est une adresse qui est gérée par la clé privée, c'est ton adresse privée. Ou bien public, c'est ton adresse publique. Il y a maintenant une autre adresse qui est gérée uniquement par le code. Donc ce qu'on écrit dans le smart contract, c'est ce qui permet de gérer justement ce portefeuille. Ce sont les adresses qui sont internes. Donc dans le cadre du PP, c'est un smart contract. On va donc commencer par regarder qui sont les holders. Quelle est la concentration de ces crypto-monnaies? Est-ce que c'est concentré majoritairement chez les whales, chez les baleines, ou bien chez les exchanges? Si c'est concentré majoritairement sur les exchanges, ça veut dire que PP en fait est là parce qu'on est en train de trader. S'il y a plusieurs personnes qui ont déposé sur les exchanges, alors ce n'est pas la crypto-monnaie de l'exchange, c'est plutôt la crypto-monnaie des utilisateurs qui y ont mis pour justement trader par rapport à d'autres pairs en fait. Donc, qu'on essaie de regarder, c'est concentré majoritairement sur Binance, un autre smart contract, ça peut être peut-être Uniswap, Binance encore, OKX, KuCoin, MEX, et une autre adresse privée qui détient comme ça 1%. Sur Gate.io, une autre adresse privée ici qui détient encore 1%. On a deux adresses privées qui détiennent 2% de la crypto-monnaie. Ces deux adresses qui détiennent 2% de la crypto-monnaie, c'est déjà quand même beaucoup. Après, on va encore voir une autre troisième adresse ici qui va détenir 0,7%. Donc, on a
comme ça quelques adresses qui vont quand même détenir certaines quantités. On a une adresse ici. Bon, en tout cas, regardons déjà. Une fois qu'on essaye de voir ça, on voit que, ok, à presque 64, non, pas 80, quelque chose comme 30%, parce qu'ici on a 16, puis si on est à 22, si on va là, ça fait quelque chose comme 26, on est à 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34, donc on est à presque 40% qui sont détenus majoritairement par les exchanges ou bien les smart contracts décentralisés. Donc ça c'est plutôt quelque chose qui est intéressant, c'est pas mal. Donc il y a presque 60% de ces crypto-monnaies, plus de 60% de ces crypto-monnaies qui est détenu par des portefeuilles autres et par d'autres autres plateformes là, ça peut être les petits exchanges. On voit ici les CoinPort qui détiennent les petites quantités, mais bon, donc c'est pas très grave. Donc c'est quand même d'une certaine façon décentralisé. C'est pas détenu à 30% par deux portefeuilles, à 40% par deux portefeuilles comme on voit souvent d'autres mêmes coins. Donc ici c'est déjà quand même différent. Ok, mais on va revenir encore un peu ici pour essayer de voir maintenant comment est-ce que cette crypto-monnaie a été créée. Parce qu'on arrive ici, on voit la quantité de PP qui a été créée. Est-ce que ça a été créé d'un coup? Comment est-ce que ça a été créé? Comment est-ce que ça a été mis en circulation? Ce sont ces petits éléments qui sont assez fondamentaux qu'il faut comprendre. Parce que les crypto-monnaies, les mêmes coins généralement, ils ont un mécanisme de distribuer la crypto-monnaie. On va faire ce qu'on appelle les airdrops. Les airdrops, on va donner à plusieurs personnes et après on va lister une petite quantité. Mais on a montré déjà, on a prouvé déjà que les airdrops, c'est plutôt mauvais pour la crypto-monnaie, surtout pour les mêmes coins. C'est plutôt mauvais parce que les gens qui ont eu ça gratuitement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vendre parce que ça n'a pas déjà de fondamentaux. Donc, pourquoi quelqu'un voudrait posséder quelque chose qui n'a pas de fondamentaux? Donc, si on donne ça gratuitement et qu'on va lister quelque part, ben, c'est clair que les gens vont plutôt vendre. Mais PP est plutôt update pour une approche totalement différente dont on va effectivement voir. Reste à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je sais que tu veux savoir si Elvis va acheter PP ou pas. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas justement savoir ça. Donc, pour comprendre ça, il faut aller dans quand est-ce que cette crypto-monnaie a été créée. Qui sont les personnes, quelle est la personne qui a créé cette crypto-monnaie. Et alors, on va aller dans le PP, dans les transactions ici, les transactions. Je vais aller dans le smart contract ici. Ici, je vais cliquer là pour filtrer et je vais voir le View Contract Creation. Et quand on va m'afficher donc la transaction de création de la crypto-monnaie. Et cette transaction de création de la crypto-monnaie, on sait, pour ceux qui sont un peu dans le développement, comme je donne des formations bien évidemment, quand on déploie le smart contract, c'est là où on va définir un certain nombre de logiques. Et généralement, les ES20, on va créer les contrats, on va créer les tokens, parfois la quasi-totalité lors du déploiement. Et quand on va créer la crypto-monnaie lors du déploiement, on peut avoir d'autres mécanismes de création progressive. Ces mécanismes de création progressive là, on va définir effectivement ça dans le smart contract et on va voir si c'est le cas effectivement avec PP. Est-ce qu'on peut recréer les PP par la suite ou bien on ne pourra plus jamais créer des PP? Ça, ce sont les questions que vous vous posez. La réponse est bien évidemment dans cette vidéo. Donc, quand on voit cette transaction de déploiement du smart contract, ça a été déployé le 14 avril. On était le 14 avril à 14h51 minutes. Le PP a été créé par cette adresse-ci. On va suivre la transaction et on va voir qu'est-ce qui a été fait dans cette transaction. Quand la crypto-monnaie, quand il y a déplacement d'un chiffre sur la blockchain, effectivement, ça laisse des traces sur la blockchain. Donc, on va voir dans cette transaction qu'est-ce qui a été passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette transaction? Dans cette transaction, on a créé la quasi-totalité des PP en circulation présentement. Quand on va sur CoinMarketCap, on voit ici que c'est 420 et 6 quelque chose. Donc, je ne vais pas lire ce nombre, c'est tellement grand. Et on voit ici effectivement 420, 690. Donc, c'est le même chiffre qui a été créé ici. Donc, tous les PP ont été créés d'un coup lors du déploiement. Et c'est parti à quelle adresse? C'est parti à cette adresse qui a déployé le smart contract. Donc, cette adresse-ci, c'est l'adresse qui détient aujourd'hui environ quelque chose de 3 milliards de PP. Donc 3 milliards, cette adresse détient 3 milliards de PP. C'est environ 5000 $. Donc c'est la personne qui a déployé ce smart contract et qui détient comme ça cette adresse. Donc on va aller dans les transactions pour voir effectivement ce qui s'est passé au tout début. On y va tout bas. Donc juste dans la liste de transactions ici, je vais aller All Transactions. Et je vais cliquer sur la deuxième page parce qu'il y a deux pages ici. Je vais aller sur la dernière page. Et sur la dernière page, je vais effectivement voir ce qui s'est passé avec ce smart contract. Donc, le smart contract, voici la création des PP. La création des PP, ça se fait là. Quelque temps, on approuve. Quelque temps, on fait un transfert.
Et quelque temps après, on va lister la crypto-monnaie sur la pool de liquidité de Uniswap. Donc le listing de la crypto-monnaie sur Uniswap, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a donné les PP avec une autre crypto-monnaie, ça peut être Ethereum, ça peut être le USDT, ça peut être n'importe quel autre. On va ajouter la liquidité en créant donc la paire de liquidités sur la pool dans l'exchange Uniswap. Donc quelques jours après, juste quelques heures après avoir créé ces crypto-monnaies, on va lister ça sur Uniswap. Et on regarde qu'est-ce qui s'est passé lors du listing. On a listé quelle quantité de PP. Et vous allez voir que presque la quasi-totalité des PP ça a donc été utilisé pour le listing. On voit ici que ce grand nombre-ci a été utilisé. On va regarder, je vais comparer, je vais ici faire tac tac tac. Ok, là je prends la quantité totale des PP en circulation, ce chiffre-ci. Ok, j'ai pris une calculatrice de grande précision pour effectivement calculer ça. Ok, et j'ai fait la soustraction. Ok, donc quand je fais la soustraction, voici la quantité qui n'a pas été utilisée pour le listing. Donc 0,29 blablabla, donc c'est quand même beaucoup, mais ça ne représente pas 10%. Je pense que 10% ça ferait quelque chose comme 10%, ça fait quelque chose comme 42. Donc ça représente à peine 5% de la crypto-monnaie. Donc il a listé 95% de la crypto-monnaie avec deux Ethereum. Donc il a listé 95% de la crypto-monnaie avec 2 Ethereum. On va donc regarder quel était le prix de la crypto-monnaie au moment du listing. Et vous allez comprendre que c'est un facteur très fondamental pour comprendre pourquoi le PP a grandi rapidement en valeur. Donc au début, si quelqu'un vendait tous les PP en circulation, il ne pouvait avoir que 2 Ethereum. Et les 2 Ethereum valaient quelque chose comme 4200 $. Et comme on a mis dans un pool de liquidité, qu'est-ce qui se passe lors du rug pool? Le rug pool, c'est quoi? Quand on crée un pool de liquidité, le créateur de la pool de liquidité devra avoir un token LP. Et ce token LP, il peut venir redonner dans la pool de liquidité, qu'on va donc brûler, et lui redonner ce qu'il y aura dans la pool de liquidité. Donc s'il a listé les PP avec les Ethereum, quand les gens vont venir acheter les PP, il y aura donc les Ethereum qui vont augmenter dans cette pool et les PP vont diminuer dans la pool. Et à un moment donné, vu qu'il a la quantité totale des tokens LP, il va donc venir redonner ces tokens LP là et récupérer donc les PP qui restent dans la pool avec les USDT, avec les Ethereum qui restent dans la pool. Et c'est comme ça qu'il va donc vider la liquidité. Il faudrait faire très attention avec ça parce que c'est comme ça que plusieurs personnes se font avoir. On va donc maintenant essayer de savoir est-ce qu'il a toujours continué à détenir ce token LP. On va voir cela par la suite. Donc, une fois qu'il a listé comme ça, quel était le prix du PP? On va donc prendre toutes ces quantités-ci qu'on va diviser par le nombre d'Ethereum qu'on a utilisé pour lister ces PP, donc 4203. 4203. Donc si je fais ça, je fais cette division, oui. Ça fait que, quel était le prix du PP? On était à... Ah non, c'est pas ça. Je dois plutôt faire l'inverse. Je dois plutôt faire l'inverse. Ok, diviser. Voilà. Donc, voici le prix du PP au moment du listing. Donc, au moment du listing, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zéros avant le 1 au moment du listing. Ça, c'était le prix du PP. Et quand on regarde là maintenant le prix du PP, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a présentement 5 PP avant le 1. Ça veut dire que si on regarde simplement au moment du listing et maintenant, le PP a déjà fait quelque chose, ça a déjà divisé par 5 zéros du moment de son listing depuis son listing jusqu'à maintenant. Et donc, pourquoi il y a cette croissance assez fulgurante dans le prix? Vous allez comprendre que quand il y a beaucoup d'une crypto-monnaie par rapport à une autre, la volatilité, quand la liquidité est très faible, on parle de 4000 $ de liquidité, quand la liquidité est très faible, il y a la volatilité qui sera également très grande. Dans les petites transactions, ça peut augmenter le prix de la crypto-monnaie de 5%, quelqu'un va venir acheter même pour 100 $, la crypto-monnaie va augmenter directement de 2%, quelqu'un achète pour 30 $, la crypto-monnaie vient augmenter directement de quelque chose comme 5%. Ça, ce sont des choses qui sont justement possibles au tout début, quand il y a très peu de liquidité, parce que les gens sont en train d'ajouter la liquidité.
pour repartir comme ça avec les PP. Donc regardons la transaction, regardons ce qui s'est passé par la suite. Donc une fois qu'il a ajouté la liquidité, il y a eu quelques petits transferts, bien évidemment, il va définir quelques règles et après il y a un blacklist. Le blacklist s'effectue à quel moment? Au moment où quelqu'un, quand il liste la crypto-monnaie, il y a des gens qui utilisent les tokens sniffer. Donc dès qu'une liquidité se crée, par exemple, ils vont directement acheter une grande quantité. Ils vont directement acheter en essayant d'attendre, en se disant, ok, si c'est quelque chose qui est intéressant, alors je vais pouvoir peut-être me faire de l'argent. Donc, dès qu'il va donc lister la crypto-monnaie sur Uniswap, il y a une adresse qui va acheter pour environ 45 $. Et cette adresse qui achète pour 45 $ va être blacklistée ici, dans cette transaction-ci, parce que c'est lui le propriétaire du contrat. Et comme c'est lui le propriétaire du contrat, c'est lui qui peut manipuler les actions du contrat. Et dans le contrat, il y a justement ces actions de blacklist. Donc, il va blacklister cette adresse. Et quand une adresse est blacklistée, cette adresse ne peut pas faire de transactions. Donc aujourd'hui, voici une adresse qui ne peut justement pas faire de transactions parce qu'elle a été blacklistée. Et c'est une personne qui a acheté la crypto-monnaie au début. Et dès qu'il fait ça, quelques temps après, il va appeler le renonce ownership. Le renonce ownership, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il renonce le droit de propriété sur le smart contract. Donc il n'est plus le propriétaire du smart contract. Et comme il n'est plus le propriétaire du smart contract, il ne peut donc plus appeler les actions d'administration du smart contract. Et ces actions d'administration du smart contract, on va voir cela par la suite. Donc ça montre déjà un peu une certaine safety au niveau de la manipulation de ce qui va être défini comme logique dans ce smart contract. Mais effectivement, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément avec d'autres contrats. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il a également brûlé la liquidité, c'est-à-dire envoyé à l'adresse 00 par la suite. On voit ici un transfert. On voit, je vois là, une fois qu'il va ajouter la liquidité, je sais pas trop, on va voir ça dans l'une des transactions. J'ai regardé ça l'autre jour, je me souviens pas très bien de laquelle, mais une fois qu'il va envoyer cette adresse, il va envoyer ce LP qu'il a eu. Au lieu de les détenir pour pouvoir faire un rug pull par la suite, il va plutôt envoyer ce token LP là dans l'adresse du burn. Et dans cette adresse du burn là, il ne peut plus récupérer. Et comme il ne peut plus récupérer, et comme il a déjà renoncé les droits d'auteur, il n'est plus le propriétaire du smart contract. Le smart contract n'appartient présentement à personne, dont on va vérifier par la suite. Et effectivement, là maintenant, il n'a plus la liquidité de ces crypto-monnaies, donc il ne peut pas faire de rug pull. Revenons justement sur le smart contract pour vérifier ces informations que je suis en train de vous donner. Quand je clique ici sur smart contract, je vais cliquer sur read. Et sur read ici, je vais voir le owner. Le owner ici, au départ, c'était cette adresse-là qui manipulait. Mais là maintenant, comme il a payé la fonction renonce, le owner de ce smart contract, c'est l'adresse 000. Donc, il y a une adresse qui n'appartient à personne. Donc, ce smart contract-là, présentement, n'appartient à personne. Est-ce qu'on peut donc créer encore les... Est-ce qu'on peut encore créer les PP? La réponse, c'est tout simplement non. Pourquoi? Parce que ce n'est que le propriétaire du smart contract, le owner. Bien évidemment, ça dépend de comment est-ce qu'on a défini les logiques de création la logique de création du PP. On va voir ça par la suite en tout cas. Donc, regardons le smart contract. Qu'est-ce qui est écrit dans le smart contract? Ok. Donc, quand on regarde le smart contract de PP ici, on voit qu'on a ici une adresse limited, un booléen limited qui définit peut-être une limite qu'on peut imposer à quelqu'un, s'il a le droit de faire, ou s'il est limité ou pas, si le contrat est limité ou pas. Ici, max holding amount, min holding amount, je ne sais pas trop à quoi ça sert, Uniswap pair, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, au moment de la création, le constructeur, c'est là où il appelle la fonction mint. Et il mint la total supply. Donc, il appelle la fonction en construisant. Donc, quand il déploie sur la blockchain, ça appelle le constructeur. Et ce constructeur, il a passé le montant, les 420 000, blablabla. C'est ça qu'il a passé ici. Ça a créé donc tous les smart contracts, tous les PP, et ça lui a envoyé cela. OK? Donc, il y a maintenant une adresse de blacklist. Il a appelé donc la fonction si blacklisté pour blacklister l'adresse qui a acheté les smart contracts, qui a acheté les PP au début. Donc, dès qu'il a listé une adresse à acheter 1%, directement, il a blacklisté cette adresse-là.
Or, cette blacklist-là doit avoir un impact ici. Cette fonction before transfer, c'est une fonction qui vient de OpenZeppelin, qui est une fonction qui est appelée avant le transfert. Donc, avant le transfert, et vous savez très bien que quand on fait une transaction sur Uniswap, qu'on achète une crypto-monnaie, bien token par rapport à un autre, un swap, il y a un transfert qui est fait. Donc, c'est cette fonction de transfert-ci qui est appelée. Donc, cette fonction-ci, qu'est-ce que ça dit? Ça nécessite que tu ne sois pas blacklisté. Et ça nécessite que la personne à laquelle tu envoies ne soit pas blacklistée. Donc, si tu as déjà été blacklisté, tu ne peux pas envoyer à quelqu'un. Si tu n'as pas été blacklisté, tu ne peux pas envoyer à quelqu'un qui a été blacklisté. Quelqu'un qui a été blacklisté ne peut pas envoyer à une autre personne, peu importe que cette personne soit blacklistée ou pas. Donc, on vérifie ça ici. Ça fait que c'est un contrat qui était hyper centralisé. Avec les notions de blacklist, on peut te blacklister à tout moment. Il n'y a pas de règles. Dès qu'il peut décider de blacklister tout le monde à un moment donné et personne ne peut plus faire les transferts. Donc, ça faisait une hyper centralisation. La deuxième chose, c'est on vérifie si c'est le contrat qui vient de Uniswap. Si l'adresse de Uniswap est à 0, from owner to owner, donc ce n'est que le owner qui ne peut que trader. Donc, ce n'est que le owner qui peut faire les transactions. Si ce n'est pas encore listé sur Uniswap, ce n'est que lui qui peut faire les transferts. Une fois que c'est listé sur Uniswap, on regarde maintenant si c'est limited. Si c'est limited, ça veut dire que si on a activé cette fonction limited, alors on ne peut pas faire des transferts pour dire effectivement c'est interdit. Et effectivement, il y a aussi les montants qui sont définis, les montants maximum. Tu ne peux pas dépenser, tu ne peux pas envoyer un certain montant. Peut-être les baleines ne peuvent pas faire des transactions d'un certain montant. Et ça, c'est hyper centralisé parce qu'on ne laisse pas la possibilité à chacun de jouir de sa crypto-monnaie. Il ne peut pas envoyer n'importe quel montant à quelqu'un. Il ne peut pas swapper n'importe quel montant parce qu'effectivement, dans le smart contract, on le lui interdit à ce niveau-ci. Et ce n'est pas bon. Donc, si on regarde ici, le max amount, c'est mis à 0. Le min amount, c'est mis à 0. Donc, comme ces paramètres-ci sont à 0, c'est plutôt bon. Ça veut dire que dans le smart contract, tout le monde peut faire des transactions du montant qu'il veut en condition que le limited soit effectivement également à false. On regarde limited est à false, c'est bon. Donc comme c'est à false, tout le monde peut donc faire des transactions ici, n'importe quand, n'importe comment, pour les montants qu'il souhaite. Ça fait déjà quelque chose qui est intéressant. Le burn, tout le monde peut brûler le token. On voit donc que là, il n'y a pas la possibilité d'appeler le mint ailleurs. Voici le smart contract de PP, il n'y a pas de plus grand chose que ça. C'est uniquement ça comme vous êtes en train de voir comme ça. C'est aussi petit, vous avez demandé, mais le smart contract, pourquoi c'est petit comme ça? Créer un token, c'est aussi facile, oui. Créer un token, c'est aussi facile. Et parfois, même si c'est même trop long, on n'a même pas parfois besoin de tout ça pour pouvoir créer un token. Même parfois, une seule ligne, 2 lignes qui suffisent pour créer un token. Donc, ici, on a effectivement cette fonction de min-ci qui n'est appelée que dans le constructeur, donc lors du déploiement de ce token. Et c'est uniquement à cet instant-là qu'on a appelé la fonction mint. Et alors, cette fonction n'est appelée nulle part ailleurs. Du coup, on ne peut pas minter les PP, on ne peut plus minter les PP, on ne peut plus créer les PP. Et effectivement, le owner n'est même plus quelqu'un qui peut appeler donc les actions de ce smart contract. Du coup, le PP est safe. Je peux dire que le PP est safe au niveau du code. Il n'y a pas peut-être possibilité de faire du rug pull. Il n'y a pas possibilité de blacklister les gens. Il n'y a pas possibilité de réduire les montants que les gens peuvent transiter. Et du coup, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant. Est-ce que finalement Elvis pourrait acheter les PP? La réponse peut être oui. Ça va dépendre justement d'un certain nombre de facteurs. J'ai déjà checké tous ces éléments-là et ça me met plutôt des éléments verts. Ce n'est pas centralisé. Il n'y a pas... le code est assez simple. On n'a pas besoin de faire même un audit pour ce code. Ce code est assez simple. Donc, il n'y a normalement pas de possibilité de hacker ce code. Bon, jusqu'à présent avec la technique actuelle, parce que le code est assez simple, assez light. Il n'y a pas de choses complexes. Donc, quand le code est simple, quand ce n'est pas complexe, la possibilité de le hacker est très très difficile. Donc, du coup, on peut dire que vos PP peuvent être safe. Et dans une mesure du possible, pourquoi pas, Elvis pourrait... on ne sait jamais, je peux me lever un beau matin et j'ai décidé donc d'acheter les PP un certain matin. Sinon, je tenais à partager ça avec vous. Vous devez comprendre que ce qui fait en sorte que le PP a un prix aussi, a une capitalisation aussi élevée, c'est parce que le prix est le seul élément qui définit la capitalisation aujourd'hui, ce n'est pas la supply. Dans le cas des crypto-monnaies comme PancakeSwap,
c'est au niveau de la supply. Le prix a baissé, mais ça reste toujours dans le top 100, tout simplement parce que le supply a augmenté. Si le prix baisse et le supply augmente, la capitalisation peut rester pareille. Mais dans le cas du PP, la capitalisation peut baisser ou augmenter se basant uniquement sur le prix. Si le PP perd 80% de sa valeur aujourd'hui, la capitalisation va également drastiquement, perdre 80% parce que ça se base uniquement sur le prix. Dis-moi ce que tu penses également de ces petites analyses ici. Est-ce que tu as compris beaucoup de choses concernant les meme coins? Comment est-ce que tu peux analyser le prochain meme coin? Tu me dis ça en commentaire de cette vidéo. Si tu as vu ce qu'on like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.